Dans l'émission précédente, nous avons parlé avec le biologiste russe Piotr Garyayev, pionnier de la génétique linguistique ondulatoire. Elle repose sur le postulat que la molécule d'ADN est un récepteur et un émetteur qui permet à l'organisme d'échanger des informations avec son environnement et avec des champs subtils où est stocké le programme de développement de l'organisme. Elle le fait de manière électromagnétique et acoustique, c'est-à-dire par la lumière et le son. Mais ce canal de communication peut aussi être utilisé pour envoyer des informations souhaitées à la molécule d'ADN dans le but de la reprogrammer, en simulant les mots du langage de l'ADN et des chromosomes. Il a été question de ces mécanismes dans la dernière émission. Dans celle-ci, nous nous pencherons sur les implications des connaissances apportées par la génétique linguistique ondulatoire sur le monde qui nous entoure. Enfin, étant de cas ici. Frontières de la science. Bonsoir. Nous avons commencé notre entretien la semaine dernière avec le biologiste moléculaire et académicien russe Piotr Garyayev sur le thème de la génétique linguistique ondulatoire. Aujourd'hui, nous allons continuer. Bien sûr, pour commencer, nous ferons un bref rappel de tout ce dont nous avons parlé la dernière fois, puis nous verrons quelles sont toutes les implications de ces découvertes. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, pour commencer, pour ceux qui ont manqué la dernière émission, avant d'aborder toutes les implications de cette nouvelle vision de l'ADN et des gènes, il serait bon de redéfinir la génétique linguistique ondulatoire et cette nouvelle perspective sur l'ADN et les gènes, et ce qui la distingue de celle qui était dominante jusqu'à présent. Il y a une branche principale, qui est la biologie, d'où se détache une très grosse branche de la génétique, que je qualifierais de branche fondamentale, et de celle-ci s'est soudainement séparée la génétique linguistique ondulatoire. C'est en apparence une nouvelle direction, mais en réalité, elle a été fondée il y a 70 ans par Gurwitch, qui a prononcé une phrase brillante décrivant l'essentiel, à savoir que le chromosome a un équivalent de champ ou d'onde, un équivalent quantique. Et c'est précisément dans ce sens que nous travaillons, mais nous avons développé l'idée de Gurwitch en ce sens que la génétique a aussi une composante linguistique verbale. Ce n'est pas une métaphore, comme le pensait Francis Crick, lauréat du prix Nobel, mais une analogie directe avec le langage humain. Malheureusement, nous n'avons pas encore déchiffré ce langage, et nous ne pouvons pas le traduire en russe, en anglais, en allemand, mais c'est l'avenir. Et nous ne connaissons pas très bien la grammaire, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la grammaire de ce langage. Mais nous avons découvert certaines lois propres aux structures textuelles des gènes. Non seulement nous, mais aussi des chercheurs en Israël, en France, aux États-Unis y travaillent également. En particulier, la fractalité du langage humain et celle du langage génétique sont identiques. Et maintenant, les principes fondamentaux. Je vais les énumérer. La génétique linguistique ondulatoire consiste à travailler avec les 99% de l'ADN dit non codant. En fait, elle code et contient l'information de base. Et le 1% dont s'occupe la génétique classique, ce sont les gènes qui codent pour les protéines. C'est 1%. C'est un composant très important de l'information génétique, mais ce n'est pas le seul et il est peut-être moins fondamental que l'information contenue dans les 99% de nos chromosomes. C'est précisément la génétique linguistique ondulatoire. Elle contient en elle-même une information individuelle, par exemple pour chaque être humain. Si nous prenons les gènes classiques, ils ne parlent que des protéines. Et les protéines sont les mêmes chez le bouleau, chez l'être humain, chez le noir et chez le juif. Tout cela est identique. Le même ensemble d'outils, un seul et même ensemble de gènes codants pour les protéines. Ils sont universels et identiques. Et ce qui est contenu dans les 99% de ce qu'on appelait l'ADN superflu ou poubelle. Pourquoi ADN poubelle? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il contenait. Maintenant que c'est plus clair, ils ne disent plus que c'est de l'ADN poubelle, mais que c'est précisément lui qui contient l'information de base. Quel genre? Je vais l'énumérer. Premièrement,
L'information holographique, qui contient des données sur la structure spatio-temporelle de l'embryon en développement. Quand il est clair selon quel plan il faut construire la main, la jambe, l'œil, et ainsi de suite. Avant, la génétique ne le savait pas. Maintenant, elle le sait. C'est un aspect. Le deuxième aspect est la composante verbale, car en plus de devoir construire l'espace-temps de l'organisme, la structure de l'organisme, il faut aussi savoir comment le faire. Et cela est fourni par les structures textuelles des gènes. Donc une telle information binaire, double, sur la géométrie de l'organisme futur et les instructions pour construire cette géométrie. Et enfin, un autre aspect très important. C'est la non-localité d'une telle information, qu'on appelle maintenant information épigénétique, c'est-à-dire supragénétique. C'est sa non-localité. Elle consiste en ce qu'elle est holographique. L'hologramme est une information non locale. Et en plus de cela, la non-localité quantique. Je ne vais pas entrer dans la physique ici, je vais juste répéter et rappeler que l'information entre les cellules se réalise instantanément. C'est un aspect très important qui permet, dans un tel continuum de champs, d'unir nos 200 milliards de cellules, et ce faisant, elles sauront tous les unes des autres, et ce, instantanément. Mais cette information se quantifie, car il est impossible d'utiliser toute l'information en même temps. Elle est donc quantifiée. Ce sont les principes fondamentaux de la génétique linguistique ondulatoire qui complètent et développent la génétique classique. Nous ne rejetons absolument pas ce que la génétique classique a élaboré, mais il faut maintenant aller de l'avant car elle est dans une impasse. Et en ne comprenant pas les aspects linguistiques, la composante langagière des gènes, elle a mené l'humanité dans une impasse en ce qui concerne la création d'aliments génétiquement modifiés. C'est très dangereux. C'est très dangereux car si nous utilisons exclusivement des aliments génétiquement modifiés à l'échelle mondiale, cela conduira à l'extinction totale de l'humanité. Pourquoi en ai-je parlé dans la dernière émission? Donc, les produits alimentaires OGM, abrégés OGM, contiennent de faux gènes. De faux gènes et de fausses informations qui en sont tirées et qui produisent de mauvaises protéines. Et les mauvaises protéines sont toxiques. Pour le dire simplement, des protéines toxiques. Je vais maintenant parler de l'essentiel, de l'application pratique de la génétique linguistique ondulatoire. L'application est énorme. Elle est sans limite car l'information génétique est inépuisable. Elle est tout simplement inépuisable, parce qu'elle opère avec des significations. Et ces significations peuvent être modifiées et réorganisées en fonction de nos manipulations. Et nous effectuons les manipulations de cette manière. Puisque les chromosomes sont des lasers, ils émettent de la lumière cohérente et du son. De plus, chaque composante électromagnétique de cette même lumière, qui est un champ électromagnétique, contient également ce qu'on appelle une information de torsion. Puisque tout se joue avec des photons polarisés, car le chromosome émet de la lumière polarisée. C'est pourquoi on obtient des hologrammes de polarisation ou des hologrammes de spin. Mais c'est de la physique, nous n'entrerons pas là-dedans. Et concrètement, concernant l'application pratique, voici en quoi elle consiste. Et un autre phénomène que j'ai oublié de mentionner, en plus de l'holographie et de la nature linguistique, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire de récurrence, basée sur la récurrence de Fermi-Pascal que nous avons également mise en évidence. C'est très important pour la régénération des organes et des tissus, car si l'homme veut vivre longtemps, et nous voulons vivre longtemps, au moins comme vivaient nos ancêtres bibliques, Mathusalem, Noé, ses fils, etc. Ils vivaient environ 1000 ans, n'est-ce pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre aussi longtemps? Nous le pouvons. Mais pour cela, il faut connaître ces lois et les utiliser. Surtout la récurrence de Fermi-Pascal. Pourquoi est-elle nécessaire? Pour régénérer les organes et les tissus humains, pour remplacer les vieux organes par des jeunes. Et nous, à Toronto en 2001 et 2002, je vous le rappelle. J'en ai brièvement parlé et je vais maintenant vous rappeler que nous avons régénéré. C'était d'un précédent, le pancréas chez des rats qui n'en avaient plus. Et dans l'expérience de contrôle, ils sont tous morts. Nous avons détruit leur pancréas avec un poison, l'alloxane, dans ce qu'on appelle le modèle de diabète à l'alloxane. Et lorsque nous avons lu l'information du pancréas de rats nouveau-nés de la même espèce, il y a eu une régénération du pancréas. Et chez tous les rats que nous avons irradiés avec cette information lue sur le pancréas,
Leur pancréas s'est régénéré. C'était un précédent en 2001. Plus tard, nous avons publié cet article dans la revue russe Bulletin de biologie et de médecine expérimentale. C'est donc un précédent dans la régénération d'un système aussi important, d'un organe aussi important, d'une glande aussi importante que le pancréas. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Nous avons déjà parlé de certaines parties de cela dans la dernière émission. Il serait bon de reprendre là où nous nous sommes arrêtés à la fin de la dernière émission. Donc, si nous devions résumer votre idée, ce serait que les champs laser de l'ADN effectuent l'enregistrement, la lecture, la transmission, et qu'ils sont une sorte d'antenne qui reçoit les champs acoustiques et électromagnétiques externes et contrôle tout l'organisme. En fait, cet ADN chromosomique polarise les signaux et les transpose dans la gamme radio, puis les ondes radio se reforment selon les mécanismes de la non-localité quantique. Cela signifie qu'en fait, pour le dire simplement, l'ADN émet de la lumière et du son qui peuvent être lus, enregistrés et réémis à un autre endroit, et c'est ainsi que l'information est transmise. À la fin de la dernière émission, vous avez expliqué les premières expériences, aux résultats quelque peu malheureux, et vous avez alors compris quelles étaient les limites et les dangers, et vous avez entrepris une série d'actions positives. Donc, avec quelle technologie, c'est-à-dire avez-vous amélioré la technologie initiale basée sur le laser? Et qu'est-ce qui a commencé à se produire lorsque les démonstrations ont commencé? Qu'avez-vous constaté? Et finalement, de quelle manière cela est-il appliqué aujourd'hui? Je vous rappellerai que les chromosomes émettent une lumière laser. Nous avons même créé un laser à ADN en pompant l'ADN et les chromosomes en tant que milieu laser actif, et nous avons obtenu un rayonnement cohérent à partir des chromosomes. C'était la preuve que les chromosomes peuvent effectivement fonctionner comme des lasers. Et puis nous sommes passés à la recherche de lasers qui imitent ce qui se passe dans nos chromosomes. Un tel laser a été trouvé, c'était le laser d'ILGN 303. Il était auparavant utilisé pour la création simple d'hologrammes techniques, l'interférométrie, les lignes de transmission à fibre optique, etc. Il a été utilisé en son temps, puis il a été oublié car de meilleurs lasers sont apparus. D'autres lasers ont été créés. Et j'ai découvert que, puisqu'ils imitent approximativement ce qui se passe dans les chromosomes à un niveau aussi simple, de tels lasers se sont révélés capables de lire l'information génétique et de la transmettre à distance. C'est-à-dire lire l'information génético-métabolique à partir d'objets biologiques. Car non seulement l'ADN fait tourner le plan de polarisation de la lumière, c'est la partie principale de notre technique, mais il y a des centaines et des centaines de tels métabolites dans nos cellules. Tous optiquement actifs, ils font tourner le plan de polarisation de la lumière. Et une telle information génético-métabolique peut être enregistrée par ce laser et, sous forme de rayonnement secondaire, transmise à distance, théoriquement à n'importe quelle distance, puisqu'il s'agit de champs de torsion. Et qu'avons-nous réussi à obtenir? Il y a eu des expériences primaires dont vous avez parlé et dont je parlais. Elles semblaient être un échec, mais en réalité, elles ont été un succès dans le sens où nous avons reçu un avertissement. Il faut travailler très prudemment avec les chromosomes humains, sinon les gens mourront tout simplement. L'utilisation de ces techniques représente un très grand danger. Et dans un sens positif, ces expériences sont importantes. Elles ont montré que l'information génétique normale et non endommagée peut être transmise à distance, comme nous l'avons fait à Toronto avec des rats. Et puis nous l'avons fait sur de nombreux exemples qui constituent également un précédent. Je vais en parler maintenant. Par exemple, en utilisant le rayonnement secondaire d'un tel laser qui lit l'information, par exemple à partir du cordon ombilical ou du placenta d'un nouveau-né, ou même à partir d'une photographie, c'est une autre histoire. Nous transmettons cette information à un destinataire, par exemple à un être